Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Jean-Louis Thiriot, ancien ministre délégué aux armées. Il publie Castelnau, c'est chez Talandier. Donald Trump a promis d'être un artisan de paix, un rassembleur, des mots clamés par le président américain dans son discours d'investiture où il avait encore souligné qu'il mesurerait son succès non seulement par les batailles qu'il remporterait, mais aussi par les guerres qu'il terminerait. Aussi a-t-il sommé son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel il s'entend bien, de trouver un accord de paix avec l'Ukraine, faute de quoi la Russie risquerait d'être détruite. C'est le terme qu'il a utilisé. Autant dire que les Européens commence quelque peu peut-être à frémir. Le milliardaire républicain a plusieurs fois affirmé qu'il préparait une rencontre au sommet avec le président russe pour en finir avec ce conflit déclenché le 24 février 2022, soit il y a bientôt 3 ans. Dans le registre de la défense, c'est la question principale qui nous occupe ce matin. Comment la France et ses partenaires européens peuvent-ils se situer à l'aube de ce second mandat? Et donc Jean-Louis Thiriot connaît bien le sujet. Il est ancien ministre délégué aux armées, membre de la commission de la défense, député DR depuis 3 mandats, DR, droite républicaine, anciennement donc LR, spécialiste aussi de l'Allemagne. Bonjour Jean-Louis Thiriot. Bonjour Louis. Et je précise également, ancien chroniqueur à Radio Notre-Dame, puisque vous animiez l'émission de géopolitique Planisphère. Comment percevez-vous la situation aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, à votre avis, va prendre fin bientôt? Est-ce qu'on a cette perspective-là? Je crois que nul n'est prophète, on est absolument incapable de le dire. Trump est marqué par une forme d'imprévisibilité et il faut être prêt, il faut se préparer à toutes les options. Toutes les options, ça peut être effectivement une guerre qui se termine rapidement en raison de l'usure des différentes parties et de l'usure aussi de l'armée ukrainienne. Ça peut être, et je pense que ça sera le cas, une Russie qui va essayer de pousser son avantage à un point dont les États-Unis peuvent tout à fait mesurer combien ça peut être dangereux. Donc, ce qui est important, c'est que l'Europe doit essayer au maximum d'être capable de prendre le relais. Trump n'est fort et n'est frais qu'à proportion de nos faiblesses. C'est à l'Europe d'être forte. Et dans ce cas-là, Trump sera un des acteurs, mais seulement un des acteurs. Quelle est la stratégie européenne ? La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les Européens sont restés sur l'héritage d'un temps où ils croyaient que la paix était acquise et où ils étaient sortis du tragique de l'histoire. Le retour de la guerre en Ukraine a fait évidemment bouger beaucoup les choses, mais l'Europe collectivement n'a pas encore fait les efforts nécessaires pour sa défense et pour, dans le cadre de l'OTAN évidemment, mais pour pouvoir peser. Le danger de l'élection de Trump, c'est que certains pays comme la France, et je crois qu'il faut s'en féliciter, ont depuis longtemps porté l'idée d'une autonomie stratégique dans l'alliance avec les Américains. D'autres qui n'ont pas la dissuasion et qui ont l'habitude du parapluie nucléaire américain peuvent être tentés d'acheter leur sécurité en se tournant encore plus vers les productions américaines. Or, notre salut, il sera européen et il sera industrielle. Les guerres ou la guerre de demain sera une guerre industrielle. Le danger, c'est que les Allemands, par exemple, choisissent d'acheter toujours plus américain. C'est ça le travail de conviction qui doit être mené auprès de nos partenaires. Avant d'écrire sur Castelnau, dont on va parler, vous aviez écrit un livre sur les relations entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, ces relations, quelles sont-elles à l'aune de ce dossier précis ? Les relations franco-allemandes ne sont pas excellentes, on va pas se mentir, en tout cas sur tout le secteur de la défense. L'Allemagne a fait des choix personnels, je pense à ce qui s'est passé en abandonnant les coopérations en matière d'avions de patrouille maritime, en abandonnant la France au milieu du gué sur la modernisation des hélicoptères Tigre, en proposant seul, sans consulter la France, un programme de défense antimissile européen, Euro Sky Shield. Tous ces sujets-là font qu'aujourd'hui, la coopération de défense avec l'Allemagne est compliquée. Mais il faut comprendre que le paradigme allemand a totalement changé. C'est un pays dont la prospérité était basée sur une énergie bon marché. Avec l'acquisition du gaz russe, ils n'ont plus de gaz russe et ils ont choisi de fermer le nucléaire. C'était fondé sur la paix, le contrat, le commerce. Aujourd'hui, le monde a retrouvé la conflictualité
et c'était basé sur la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, on a des risques de fermeture partout. Vous voyez ce qui s'est passé en mer Rouge avec les attaques Houthis. Demain, on a de gros problèmes avec quelques détroits qui sont bloqués. C'est tout le modèle allemand qui se grippe. Avant l'armée, il y a l'armement. L'armement français se porte bien. L'armement français se porte bien collectivement avec un record d'exportation, 200 000 emplois, 4 000 entreprises, oui, mais avec des grands secteurs de force. Je pense en particulier à l'aérien avec le Rafale. Dans le domaine de l'armement terrestre, nous avons à faire de gros efforts, notamment face à nos concurrents allemands, Rheinmetall avec le Léopard. Que disait le ministre que vous étiez, Jean-Louis Thiériot, quand on lui disait « mais la France, elle peut résister 3 jours en cas de conflit de forte intensité » Ça, pour moi, c'est une question qui ne se pose pas. D'abord, les 3 jours, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup plus. Deuxièmement, la France est protégée par sa dissuasion nucléaire, son arme nucléaire, ses intérêts vitaux. Ce sont nos armes nucléaires qu'elles garantissent. Deuxièmement, si nous devions être attaqués sur le territoire européen, ce serait évidemment en coalition et ce serait plus loin à la frontière est de l'Europe. La facture de la guerre en Ukraine pour la France, vous l'avez eue sous les yeux ? On en a, tout dépend comment on calcule. Il y a à la fois les aides que l'on fournit, il y a la facture globale de l'économie mondiale que ça a partiellement grippé. Mais je pense que c'est pas une bonne manière de raisonner. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une puissance révisionniste qui menace les frontières de ses voisins. L'Ukraine en a été victime et le danger majeur pour nos intérêts nationaux et européens, c'est qu'aujourd'hui la Russie, demain l'Iran, demain la Chine. Donc on ne peut pas laisser la Russie gagner. Le vrai coup, il est à venir. C'est que le vrai coup, c'est que de toute façon, même si on va, et on ira probablement vers ça, vers une situation plus ou moins gelée à la coréenne, c'est que la paix ne sera pas rétablie sur notre continent. L'outil militaro-industriel russe continuera à fonctionner et on ne sera pas à l'abri de nouvelles attaques. Donc ça veut dire que pour de nombreuses années, nous avons à réinvestir massivement dans notre défense. Si on fait un peu d'arithmétique, Jean-Louis Thiériot, si on se dit la guerre en Ukraine va coûter plus cher parce que les Américains peut-être la financeront moins et ce sont eux les principaux bailleurs, s'ils se désengagent de l'OTAN et qu'on va vers l'autonomie, ça veut dire qu'il faudra davantage contribuer en termes de finances publiques. Ça a été mesuré tout ça ? Oui, la réalité, c'est qu'on on est en moyenne à 2%, enfin on essaye de tendre, la France y est déjà à 2% du produit intérieur brut consacré à la défense. C'est clair qu'il faudra à terme, l'échéance elle est à déterminer, revenir à ce que nous dépensions pendant la guerre froide, c'est-à-dire autour de 3,5%. Les Polonais sont déjà à 4,4, les Lituaniens au-delà. Mais vous savez, je crois que ça ne doit inquiéter personne, ces chiffres-là, sauf peut-être en France avec l'état de la dette. Pourquoi ça ne doit inquiéter personne ? Pendant toute la guerre froide, nous étions à plus de 3% du produit intérieur brut consacré à la défense et c'était en même temps les 30 glorieuses. Donc ça veut dire que le problème, il est ailleurs. Vous êtes favorable, Jean-Louis Thiériot, au rétablissement du service national ? Ça n'a aucun sens en termes militaires. On a aujourd'hui besoin de techniciens formés, on ne forme pas un soldat en 6 mois. Après, est-ce que ça a... À un moment, il durait 3 ans en France, hein, oui, mais enfin, je vous laisse le soin d'aller faire accepter ça. Je vous laisse le soin d'aller faire accepter ça au pays. Non, et de toute façon, on n'aurait pas d'armement à leur donner, et aucun pays n'aurait d'armement à leur donner. Ce dont on a besoin, c'est d'une réserve plus musclée. C'est vraiment dans la LPM que nous, dans la loi de programmation militaire que nous avons adoptée. Après, la question du service militaire, c'est est-ce que ça peut permettre d'être un outil de cohérence et de cohésion nationale pour le pays. La défense, elle est nationale, elle est globale, et un pays qui n'est pas uni n'est pas un pays qui est capable de se battre. Une fois qu'on a posé cette question, si on doit le faire, c'est au moins 15 milliards par an. Est-ce qu'on les a ?
Non, et je crois pas que le rôle des armées, ça soit de suppléer aux carences de la cohésion nationale. D'autre part, dans ma génération déjà, et je crois qu'on est à peu près de la même, je suis né en 69, ça n'était déjà plus un vrai service national, parce que mes petits camarades de Sciences Po, ils étaient en volontariat service national économique. Je fais partie du petit nombre qui ont servi sous l'épaulette comme officier de marine. Donc, si vous voulez, déjà, les élites avaient commencé à faire sécession des armées. Et si c'est pour aller dans une banque à Hong Kong, ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin du soutien des armées. Jean-Louis Thiriot, vous écrivez sur le maréchal de Castelnau. Le général de Castelnau, malheureux. Voilà. C'est un faux lapsus. Absolument. C'est un faux lapsus parce qu'il aurait dû être général, mais il ne l'a pas été. Je me souviens qu'on en avait parlé avec Benoît Chenu, son arrière-petit-fils. 1851-1944, le maréchal escamoté. C'est vrai que c'est une autre culture, une autre éducation, une autre histoire. Le général aux 3 guerres, impressionnant parce qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que la guerre est sortie de notre horizon. Même la guerre en Ukraine, elle est un petit peu lointaine, disons qu'elle n'appartient pas à la culture de la guerre telle qu'elle était entretenue auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire sur une figure militaire, au-delà du fait que vous-même connaissez bien ces sujets-là ? C'est d'abord écrire sur un personnage qui a des résonances extraordinaires avec notre actualité et qui interroge les relations entre le monde civilo-militaire. Castelnau, dès 1911, se plaignait du manque de clarté dans des conférences au Centre des hautes études militaires, du manque de clarté des instructions des politiques. Finalement, les difficultés qu'on a pu rencontrer au Mali avec Barkhane, c'est qu'on a eu de grands succès militaires, des armées qui se sont magnifiquement battues, mais une absence de clarté dans les buts. Déjà, Castelnau, 1911. D'autre part, quand vous lisez... Alors, je rappelle pour vos auditeurs, Castelnau commande l'armée de l'Est en 1914, deuxième armée, remporte les 2 seules victoires françaises avant la bataille de la Marne, la bataille de la Trouée-de-Charme et la bataille de Nancy. Et le général... l'un des généraux les plus soucieux de la vie de ces hommes, et mesure que dans une guerre de position et dans une guerre de tranchées, on ne peut pas percer, on ne peut pas exploiter. Et que donc, il faut éviter les attaques stupides qui coûtent énormément de morts. Honnêtement, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, c'est très précisément ce que Castelnau décrit et ce contre quoi Castelnau s'est battu, c'est-à-dire les offensives où on jetait des milliers d'hommes devant les mitrailleuses allemandes. Accessoirement, écrire sur un personnage comme ça, c'est écrire sur un modèle de chef adoré de ces hommes, prenant soin d'eux, notamment quand le service sanitaire, le service de santé des armées était défaillant, se plaignant qu'on les traite mal et disant « je ne veux pas que mes hommes meurent comme des chiens », c'est aussi celui qui, après-guerre, fait le choix de s'engager dans la vie politique, se fait élire député, contribue à l'unité des Français en étant le député qui joue le rôle le plus important dans la réouverture de l'ambassade de France au Saint-Siège, et puis qui crée un outil politique particulier qui est la Fédération nationale catholique qui rassemble plus d'1,5 million d'habitants. Je finis en disant que c'est le général qui, au moment de la défaite de 1940, après avoir mis en garde contre le danger allemand bien avant les autres, en voyant la dimension singulière du nazisme, qu'il considérait comme un néopaganisme racial, et il le voit dès 1934-35, il s'oppose à Vichy. Il accueille des résistants chez lui et hélas, il meurt en mars 44 avant d'avoir vu la libération du territoire, mais non sans avoir 3 de ses petits-fils qui sont engagés dans les armées, dont l'un qui tombera en franchissant le Rhin, en rappelant, parce que c'est très émouvant sur le personnage, qu'il a perdu en 14-18 3 de ses fils qu'il a donnés à la France. Jean-Louis Thiriot, il y a une tentation militaire en France de se dire, tiens, il y a un sauveur, il y a toujours un petit peu les épaulettes du général de Gaulle aussi qui sont quelque part dans l'imaginaire français? Je crois que c'est largement une mythologie portée, et c'était vrai du temps de Castelnau, par une partie de la gauche qui avait une crainte du césarisme. La réalité, c'est que De Gaulle, avec l'appel du 18 juin, sort du militaire
et rentre dans le politique dans sa dimension la plus forte et la plus noble. Après, les armées françaises ont toujours été loyalistes. Quand il y a eu des tentations, on a vu comment a fini Boulanger sur la tombe de sa maîtresse, suicidé en Belgique. On a vu quand Desroulettes tente de soulever une division, ça ne marche pas pendant la Troisième République. On a vu que finalement, et que le putsch des généraux s'est brutalement effondré. Le militaire porte des valeurs qui sont exceptionnelles, et avoir servi nos armées, vu cette magnifique jeunesse et les chefs que nous avons, c'est tout à fait réconfortant. Mais chacun à sa place. Quedant arma togae, le militaire est par nature soumis aux politiques. Le chef visionnaire, c'est l'un des aspects que vous développez. On est plus visionnaire dans l'armée que dans la politique ? Très largement, en tout cas dans l'armée d'aujourd'hui, je serais plus réservé. On a vu comment ça s'est fini en 1940. On ne peut pas dire que nos armées aient été visionnaires. Mais il y a une force dans les armées, c'est la durée et la capacité du temps long. Les programmes d'armement qu'on lance aujourd'hui, je pense au porte-avions, il a vocation à être lancé en 2038 et il naviguera jusqu'en 2070. Quand pour un politique, l'échéance avec 4 gouvernements en un an, le long terme c'est 6 mois, vous avez une différence de temps. Ce que nous devons apprendre, tous collectivement, évidemment, le monde politique, mais en tout cas, j'y crois profondément en ce qui me concerne, c'est réinvestir le temps long. Le basculement vers l'Asie des États-Unis, ça date du président Obama, et la vision de la Chine avec Xi Jinping, c'est Chine 2049. La France doit réapprendre le temps long, c'est la condition de sa grandeur. Dernière question, Jean-Louis Thiriot. Vous avez voté la censure ? Évidemment pas. On ne peut pas... notre pays a besoin de stabilité. Notre pays a besoin d'unité. Les conséquences, en général, sont catastrophiques. Tous les maires des communes sont désespérés d'avoir les financements et subventions qui sont retardés. Et pour nos armées, n'en parlons pas. Merci beaucoup. Jean-Louis Thiriot. Et puis Castelnau, le maréchal escamoté aux éditions Talendier. Je rappelle que vous êtes député de Seine-et-Marne, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci Jean-Louis. Merci à vous deux.